Bonjour, monsieur Ilyas Hassan. Donc, merci d'accepter d'être à ces entretiens. Ce que je vous propose, c'est d'abord de reprendre rapidement votre parcours et ensuite de vous laisser apporter des modifications ou des points que vous aimeriez ajouter. Donc, vous êtes né à Dire Dawa en Éthiopie, là où votre père était agent des chemins de fer, et vous avez été à l'école française de Dire Dawa. À 13 ans, la famille est revenue à Djibouti, et là, vous avez poursuivi vos études à l'école locale. En 1980, vous avez été engagé par Air Djibouti, où vous avez occupé plusieurs postes, et puis vous êtes engagé dans le syndicalisme, qui vous a permis de suivre des formations à l'étranger, en particulier, je crois, en France, en Belgique et même aux USA. C'est ça, Suisse. Suisse aussi. Ouais. Vous avez rejoint le comité directeur du syndicat de l'UGTD, aux côtés de Mohamed Abdou. En 82, vos activités syndicales ont attiré l'attention du régime, comme toujours, et vous avez été harcelé par les forces de police. Comprenant que votre vie est en danger, et vous aviez certainement raison, vous avez décidé, avec des amis, de quitter le pays, et vous êtes arrivé en France. Vous n'êtes pas resté longtemps en France, vous êtes reparti tout de suite pour Toronto, où vous vivez depuis. Là, vous avez suivi quelques années, 2 années, je crois, à l'université au Canada, et vous travaillez pour un bureau d'information. Voilà, je vous laisse parler. Justement, merci beaucoup Jean-Louis Charles. Je vous remercie de m'avoir invité ici dans ce plateau. Et je vous remercie encore parce que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne vous connaissent pas. Vous avez été l'ami des Djiboutiens. Vous avez été l'ami et vous vous êtes mis à côté des gens qui ont eu des problèmes de justice. Et ça date depuis 1999 parce que les jeunes gens ne connaissent pas. Le site que vous avez créé, ARDH, a été témoin. Et pour les gens comme moi, on rentrait le site pour s'informer. C'était le premier site d'information pour le Nouvel de Djibouti. Il y avait un autre site vous avez le palmarès, vous étiez le premier, mais il y a aussi un autre site qui s'appelait Djibnet, qui était un forum de rencontres. C'est pour ça que je vous remercie en premier et merci beaucoup de m'avoir invité dans ce plateau pour connaître un peu la CTD. Et pour un peu ajouter quelques points, c'est que à Djibouti, lorsque le défunt Mohamed Jama El Abbé et Suleiman Farah ont démissionné, j'étais parmi les premiers jeunes qui ont rejoint et qui se sont mis à côté. Et là, c'était 2 ans. Mais après, je suis venu au Canada et j'ai continué. J'ai pensé comment je pouvais aider et contribuer au changement. Ça m'a pris un peu de temps. Et j'ai créé ce qu'on appelle Djibouti à vous de juger. C'était un programme, je faisais des vidéos et j'étais j'étais le premier Djiboutien à se mettre devant une caméra et à critiquer le régime. À un moment, dans une période que tout le monde avait peur, ceux de l'intérieur avaient peur d'être arrêtés, torturés et mis en prison. Ceux de l'extérieur de la diaspora aussi avaient peur parce qu'ils avaient peur pour leur famille. Là, j'ai créé et mes vidéos sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Et j'ai fait encore des caricatures et des photos pour ajouter et pour parler de l'actualité de Djibouti. Voilà, merci. Je vous rends l'antenne. Non, mais vous avez rejoint la CTD en tant que personnalité et non pas en tant que parti, si j'ai bien compris. Non, c'est en tant que personnalité politique. Yeah. Voilà. Et pour quelle raison vous l'avez rejoint et comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Je suis dans l'opposition depuis 29 ans et j'étais toujours un électron libre.
je faisais mes choses et je faisais ma lutte à ma manière. C'est-à-dire en 2013, lorsque l'USN a été créé, même l'USN avait fait un bon travail. Certains partis politiques, présidents de partis politiques m'ont contacté et m'ont demandé que je devienne le représentant de leur parti au Canada. Mais là, j'ai dit non parce que je voulais être un peu libre. Je voulais avoir ma marge de manœuvre. Je voulais pas suivre les directives d'un parti. Je leur ai dit, je suis tout à fait d'accord, mais je ne veux pas être représentant. Je veux rester en dehors et libre. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, mais aujourd'hui, après 2013, il y a eu un vide. Et des gens, des politiciens très chevronnés, des intellectuels se sont réunis à Bourget en 2018 et que cela, la CTD est née. Et après, on m'a contacté et la première vidéoconférence, on l'a eue, c'était en juillet 2020. Vous étiez présent. Et là aussi, il y avait des personnalités politiques, des activistes, des partis politiques. On avait bien discuté. Ce que j'ai aimé le plus, c'était le thème de la vidéoconférence de la réunion qui était comment bousculer la dictature et instaurer la transition. Ça a été choisi, ça a été bien choisi parce que ça, j'ai aimé. On n'a pas mis la transition en avant avant. On n'a pas commencé à dire que comment instaurer la transition et après de bousculer la dictature. Comme avant tout, il faut bousculer la dictature pour arriver à la transition. On ne peut pas parler de transition. C'est la raison pour laquelle que jusqu'à présent, nous n'avons pas un gouvernement de transition parce que la place est déjà occupée par le régime actuel. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas. C'est pas la peine de faire une transition parce que là où on veut déménager, il y a déjà quelqu'un, il y a des gens qui s'est installé. Le seul moment qu'on peut parler de gouvernement de transition, c'est lorsqu'on met en place toutes les mesures pour le déloger ou pour bousculer la dictature. C'est la raison qu'on peut parler. Nous n'avons pas jusqu'à présent. Alors, j'ai vu, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui sont là. C'est pour ça que j'ai accepté, mais j'ai voulu toujours rester un électron libre, un dissident qui critique le parti opposition et le régime. Je vous rends l'antenne. Très bien. Donc, bien entendu, la transition ne pourra avoir lieu que si on la provoque ou si quelque chose arrive à Djibouti. Mais je crois que le rôle de la CTD, c'est de préparer justement cette transition de façon à ne pas être pris de court le jour, forcément, ça viendra. C'est ça. Alors, j'ai appris que la CTD travaillait avec des commissions. Est-ce que vous faites partie d'une commission où vous travaillez dans une ou plusieurs d'ailleurs? Je suis dans plusieurs commissions, mais je suis en charge de la commission de la mobilisation. Une tâche très importante et j'espère qu'on va réussir, c'est ça. Oui, parce qu'actuellement, vous avez un certain nombre de partis, il y a l'ARD, il y a l'UDJ, etc. Il y a le PND. Oui. Le PND, mais il manque un certain nombre de partis à l'appel. C'est ça. C'est pour ça qu'on a fait un communiqué et moi, de mon côté, je fais toujours des vidéos, mais c'est en général en Somalie et j'ai tendu la main. J'ai tendu la main et lors de beaucoup de réunions, j'ai dit il faut qu'on arrête de dire nous rejoindre. Ça, c'est un terme qui n'est pas bien parce que ces partis politiques sont beaucoup plus anciens que notre CTD. Il y a des partis politiques à l'intérieur de nous qui sont de même âge ou plus anciens que les partis à qui on a tendu la main. Mais la raison pour laquelle je dis il faut qu'on arrête, qu'on dit venez nous rejoindre, c'est un peu humiliant. On va dire comment venez trouver des solutions, comment on peut trouver comment on peut travailler ensemble. Parce que nous avons les mêmes objectifs. La raison pour laquelle, parce qu'il y a quelques partis, il y a le MRD, il y a le RAD, il y a le modèle, 3 partis dynamiques, 3 partis qui ont lutté à l'intérieur du pays, 3 partis que les présidents et les leaders ont été harcelés, torturés, emprisonnés et je leur salue. À ces 3 partis, on a tendu la main, on a dit comment on peut travailler ensemble.
Ne venez pas nous rejoindre si vous voulez. Si vous voulez, il faut rester de votre côté. Mais nous avons le même but. Le même but qu'on a, c'est quoi? C'est comment déloger ce système, comment faire le changement. C'est ça notre but objectif. Les petites différences, on met de côté, mais allons s'asseoir ensemble, tenons les mains pour mettre de l'énergie et pour faire la somme, pour trouver le moyen pour dégager ce système qui est resté depuis longtemps et que le peuple en souffre. C'est pour ça qu'on a attendu, on a fait un communiqué, on les a parlé, on a besoin d'eux, on a besoin de tout le monde, même le particulier djiboutien lambda, on a besoin de ces idées et j'en ai fait beaucoup de vidéos aussi pour faire les appels aux jeunes djiboutiens qui sont nombreux, bien éduqués, de venir, de participer. Même s'ils ne veulent pas être à l'intérieur, ils peuvent nous envoyer des emails, ils peuvent nous contacter, on a donné un numéro de téléphone, on les a demandé, on a besoin de votre aide, de votre soutien. Merci, je vous laisse. Oui, donc j'ai bien compris. Vous n'invitez pas les gens à vous rejoindre, mais vous les invitez à contribuer. C'est ça. À contribuer à votre réflexion et à l'enrichir et à la nourrir. C'est ça. Vous, si j'ai compris, vous invitez des personnalités, des partis ou des djiboutiens à venir contribuer, même s'ils ne signent pas la charte. Même si, parce qu'on a besoin des conseils, on a besoin d'être corrigé, on a besoin d'être supporté, on a besoin de beaucoup de choses. Le petit djiboutien qui nous dit dans la charte, il y a cet article qui n'est pas bien, on doit l'écouter et on doit, peut-être s'il faut changer, on peut le changer, il n'y a pas de problème. Mais on doit être à l'écoute à tout le monde. D'accord, c'est être à l'écoute. Alors, une chose, vous êtes à l'écoute, qu'est-ce que vous diriez à un djiboutien qui hésite encore à rallier la CTD parce qu'il se dit il y a eu au moins trois coalitions dans le pays, la dernière étant l'USN, tout ça n'a pas donné grand-chose. Je ne vais pas dire que c'était un flop, mais ça s'est terminé en queue de poisson. Alors, oui, merci beaucoup Jean-Louis Charles. À ces gens qui hésitent, on va leur dire que pour voir tous les paramètres, tous les signes, on voit bien que l'heure du changement est venue. C'est-à-dire, on n'est pas là de brusquer ou de pousser quelque chose vite, mais l'heure du changement est venue. Et il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de signes qui nous disent ça. Les Djiboutiens, en général, en ont marre du système. Mais ils ont la tête baissée et ils gardent le silence. On voit la docilité entre eux. Et là, il y a beaucoup de problèmes que je peux énumérer. Il y a beaucoup de problèmes qui causent ça. Mais c'est la raison pour laquelle tout le monde en a marre. Le régime actuel de Djibouti est isolé dans la région et il est isolé internationalement. Et ce qui est encore plus bien, c'est que hier, on ne parlait pas dans les plateaux internationaux, télévision ou radio, de la dictature de Djibouti. On ne parlait pas de ça. Mais là, ça commence. Même si ces puissances étrangères à Djibouti ont leurs intérêts, mais ça se voit qu'ils essaient de délier leur langue et de parler et de dire quelque chose. C'est pour ça que nous avons la chance de mettre en place cette transition, cette charte de transition qu'on va travailler encore. Oui, je pense que les puissances étrangères qui sont à Djibouti, on dit prépositionnées, c'était le mot préféré de Jean-Paul Noël Abdi, ont intérêt à ce que le calme règne dans le pays. Ils veulent éviter un chaos comme celui qui est en Somalie, etc. Donc, il faut que, pour convaincre que Guelleh n'est pas la seule solution, il faut être crédible à leurs yeux. Alors, je crois qu'il faut aller les voir. Enfin, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais est-ce que vous entreprenez des démarches dans ce sens pour convaincre les puissances internationales qui sont présentes à Djibouti que vous êtes crédible et que vous êtes majeur pour prendre le relais? Tout à fait, parce que nous avons créé, Jean-Luc Charles, nous avons créé beaucoup de commissions. Et une des commissions, c'est l'affaires extérieures. Et dans le même sens, on est en train de jouer sur 3 ficelles. La première ficelle, c'est comment essayer de mobiliser les gens.
parce que là, on voit quelques manifestations timides qui se passent à Djibouti. C'est qu'on est un peu en retard au détriment des autres peuples du monde qui, lorsqu'il y a un petit problème, se rassemblent et en grand nombre et qui disent non. Mais là aussi, on doit travailler parce qu'on a cherché les problèmes, on a trouvé les problèmes, on a mis les solutions en place et on va en discuter. Ça, le premier ficelle à tirer, c'est la mobilisation. Mettre une dynamique sur le terrain. La deuxième, c'est parce qu'on fait notre charte, il y a un parti politico-militaire qui fait partie. Et là aussi, on doit miser sur le fruit. C'est comment bousculer aussi, comment faire des affrontements, comment faire des choses. Ça aussi, c'est un travail qu'on doit faire et on doit remercier ces gens qui ont sacrifié leur vie et qui se trouvent dans les montagnes dans des conditions difficiles. Je leur dis chapeau, on est avec vous. La troisième, c'est là que vous parlez, c'est la diplomatie. C'est notre devoir de se vendre aux autres. On doit leur donner la confiance, la puissance. On doit leur dire qu'on est capable. On a eu l'expérience. On a eu beaucoup d'échecs. Là, on est réunis et voilà les hommes et les femmes qui se sont réunis pour faire ça. Et il y a des articles, il y a la charte, il y a le règlement intérieur, il y a tout ça. Nous sommes là et nous sommes prêts. Rien ne va être dans le vide. Merci. Par la grâce de Dieu et par la volonté, on va arriver. Mais là, on doit faire bouger, on doit travailler trop sur comment mobiliser les gens. C'est là où je suis en charge et il y a une équipe de gens qui travaillent avec moi. Parce qu'il faut avant tout, Jean-Luc, il faut avant tout connaître les armes du régime. Comment il a été capable de rendre ce peuple docile, ce peuple qui est en retard. Au détriment des autres peuples, c'est parce qu'il y a la faim. Il utilise la faim comme arme de guerre. Il utilise la peur comme arme. Il utilise la division, le communautarisme. Tout ça, on a trouvé des solutions, on en a parlé, on va essayer de montrer au peuple comment s'en sortir. C'est intéressant ce que vous dites là. C'est intéressant ce que vous dites là. C'est vraiment les trois leviers dont se sert Guéné. Et c'est bien que vous trouviez une solution pour ça. Oui, simplement pour ajouter quelque chose, parce que j'ai dit trois leviers, c'est la peur, la faim et le tribalisme, le communautarisme. Chaque communauté, il a mis de côté, il a dit, il les a fait comprendre que telle communauté est beaucoup plus avantageuse pour le système. Alors les gens se regardent, mais or, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont dans le même bateau. Tout le monde souffre, Djibouti. Toutes les communautés souffrent. Et pour ce qui est la peur, si je vous prends un exemple, c'est que le système utilise la peur. Parce qu'il utilise la peur, la torture, l'emprisonnement. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il emprisonne quelqu'un, si jamais on prend un exemple, que ça soit, j'ai une pensée pour les prisonniers politiques à Djibouti, comme Fouad, Gabassé et Barkhat Ali Oudoul Manami, qu'on se parle tout le temps. Et il y a beaucoup d'autres. Lorsque quelqu'un relève la tête pour dire quelque chose, le régime guerrier l'enferme. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'enfermer? Il l'enferme dans un coin secret parce qu'il ne veut pas que les gens sachent. Il veut que les gens se demandent. Il veut que les gens se demandent des questions. C'est ce qui crée la peur, parce que tout le monde dit mais pourquoi tel monsieur est en prison? Il ne sait pas. Où est-ce qu'il est en prison? On ne sait pas. La seule personne qui ne lâche pas, c'est la famille. Sa famille vont de gauche à droite, d'un commissariat jusqu'à brigade de la gendarmerie. Alors il n'est pas là. Le régime n'en parle pas. Et deuxièmement, il ne parle pas parce qu'il laisse les gens cette façon de se poser des questions. Parce que moi, si quelqu'un est en prison, je dis pourquoi tel en prison? Je dis je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être il a insulté ça. Peut-être il a fait ça. Peut-être il a soutenu ça. Peut-être on se fait des hypothèses. Et ça, c'est qui crée cette peur permanente dans tous les Djiboutiens. Et deuxièmement, lorsqu'il est en prison, quelqu'un, je vous ai dit, il le garde dans un coin secret. Ce qui arrive que durant cette période, on le torture, on le prive de dormir, on ne le donne pas à manger, on le questionne et en prison, on martèle, on lui dit que personne est avec toi. Vous êtes seul dans ce combat. Vous avez perdu. Seule votre mère court de gauche à droite. Il n'y a pas de gens qui sont avec vous. Laissez ce truc et gardez vos silences. Ça, c'est la question de peur. La question de la faim, c'est qu'une personne qui a faim ne peut pas faire quelque chose. Le seul truc qu'il pense, c'est de trouver à manger.
S'il est seul, il va trouver à manger. S'il a une famille, c'est encore beaucoup plus pire. Et pour ce qui est du communautarisme, c'est ça, il a divisé les gens en communautés, en tribus, et il a divisé, il a touché ça, le dos, et c'est fini. Et les gens se blâment entre eux, or qu'ils sont dans le même bateau, qui est dangereux. C'est la raison pour laquelle on doit aussi travailler et mettre les communautés ensemble et dire, nous sommes dans le même bateau. Merci, je vous laisse. Merci. Le message est bien passé.